Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fera beau demain se donne un an pour créer un nouveau mouvement politique en dialogue avec l'ensemble des citoyens intéressés. Alors nous avions beaucoup d'événements prévus durant l'automne, pardon, durant le printemps, mais fatalement ils sont suspendus actuellement, mais nous continuons le processus en ligne. Nous le continuons notamment grâce à notre plateforme participative Il fera beau demain.team sur laquelle vous avez l'occasion de déposer vos idées, vos propositions, mais aussi de réagir à celles des autres. Et parmi les débats sur la plateforme, il y en a un qui anime particulièrement les débats, où il y a pas mal de propositions pour pas mal d'enjeux, d'ailleurs c'est assez remarquable, qui reviennent systématiquement sur cette même idée de l'allocation universelle, mais c'est une idée aussi qui suscite beaucoup de controverses, avec pas mal de votes négatifs, donc il nous paraissait particulièrement intéressant de faire le point sur cette idée lors d'un de nos débats confinés. Alors, c'est donc un débat qui divise, mais d'abord, l'allocation universelle, on pourrait la résumer en deux mots en disant que c'est un montant forfaitaire versé à chaque citoyen, quelle que soit sa situation et ses revenus, sans demande de contrepartie. C'est un débat qui divise, mais c'est aussi un débat qui rassemble parfois des personnes d'horizons très très différents, puisqu'on retrouve une défense de l'allocation universelle aussi bien chez l'économiste néolibéral Milton Friedman que chez Paul Magnette, pour qui elle s'inscrit dans le sens de l'histoire. Chez nous aussi, un autre un président de parti récent, Georges-Louis Boucher, en fin de ses chevals de bataille. Mais on retrouve également beaucoup d'écologistes qui s'intéressent à l'idée du revenu universel. C'est également une idée très présente dans les milieux académiques. D'ailleurs, deux de ses principaux spécialistes sont des professeurs d'université belges, Philippe Van Parijs à l'UCL et Yannick Van den Bork à Saint-Louis, qui sont auteurs d'ailleurs des ouvrages de référence. Je fais mon Bernard Pivot, les principaux ouvrages de référence actuellement disponibles sur l'allocation universelle. Je les conseille. Donc la version française chez Repère, qui est très facile d'accès, et puis la Bible de l'allocation universelle, Basic Income, qu'ils ont publié il y a quelques années. Mais alors cette proposition est aussi revenue à l'avant-plan à cause ou grâce, c'est selon, la crise actuelle, puisque certains y voient finalement sous une forme provisoire, sous une forme de crise, d'allocation d'urgence, la meilleure manière de répondre à la perte du pouvoir d'achat de nombreuses personnes qui sont touchées par le confinement et dès lors de participer à une relance de l'économie. Mais là, on est dans des propositions qui sont défendues, par exemple, par Bruno Coleman en Belgique, mais aussi par 170 parlementaires en Angleterre, par des politiciens de premier plan aux États-Unis. Mais c'est une solution encore ponctuelle. Par d'autres, par contre, voient dans l'allocation universelle le socle d'un futur ou d'un nouveau pacte social. Or, on sait que la FGTB, par exemple, a récemment appelé à discuter d'un nouveau pacte social, que la FEB a répondu assez positivement sur le principe. Ils n'ont peut-être pas la même vision, mais il y a en tout cas pas mal de discussions actuellement aujourd'hui qui s'ouvrent sur l'idée qu'il faudrait revoir en profondeur notre pacte social. Est-ce que l'allocation universelle est susceptible de participer à la redéfinition de ce pacte social, ou est-ce que ce serait une manière de justement adapter la sécurité sociale à un monde où les statuts d'indépendants, de salariés, de fonctionnaires les différences sont en train de s'amenuiser, où le numérique se développe, et donc la robotisation menacerait certains de nos emplois, mais également pousserait au développement de l'économie collaborative, qui donc a des statuts plus précaires. Par contre, d'autres voient dans l'allocation universelle plutôt une attaque en règle par rapport à notre sécurité sociale. Ils y voient la fin des solidarités collectives et une déresponsabilisation de l'État, voire une utopie infinançable. Alors, je vous propose d'essayer de voir ensemble ce qu'il en est. Est-ce que l'allocation universelle est un remède miracle ou un simple mirage? Ou alors, peut-être plus probablement, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. On va essayer donc d'y voir clair en parlant avec Philippe de Feit, qui est donc l'un des principaux partisans dans le champ sociopolitique belge de l'allocation universelle. Et vous êtes administrateur de l'Institut pour le développement durable. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, bonjour tout le monde et merci pour ce débat. Avec grand plaisir. Nous en parlons également avec Laurence Blaisin, qui est directrice de l'ASBL Formation Éducation Culture, qui forme notamment les membres de la CSC. Bonjour Laurence. Bonjour, bonjour tout le monde et comme Philippe, merci pour ce débat. Et François Pearl, vous êtes directeur général du service des indemnités de l'INAMI. Bonjour François. On ne vous entend pas François, il faut mettre le micro.
Voilà. Bonjour et merci aussi pour ce débat qui me permet d'un peu lever le nez pour l'instant dans une actualité un peu chargée. Oui, j'imagine bien. Merci d'avoir libéré du temps pour nous. Alors, on va organiser ce débat autour de différentes variantes de l'allocation universelle, mais aussi de quelques propositions alternatives. On va commencer en débattant de l'idée d'une allocation universelle d'un montant assez élevé et qui remplacerait l'essentiel des prestations sociales. Puis nous passerons à une version très différente de l'allocation universelle, un montant plus faible, 2 fois plus faible, plus ou moins, mais qui s'ajouterait par contre à la sécurité sociale actuelle. On évoquera également une alternative assez proche, le revenu de participation, également une idée un peu différente, une allocation universelle qui servirait d'accompagnement, de transition d'accompagnement social à une transition écologique, ce qu'on peut rappeler le dividende carbone. Et puis nous nous intéresserons aux alternatives, dont par exemple le revenu universel social que vous défendez François, ou l'allocation autonomie pour les jeunes à laquelle vous réfléchissez actuellement Laurence, avec d'autres militants de la CSC. Vous pouvez donc, tout comme d'habitude, nous suivre en direct sur notre page Facebook. Damien vous lit et viendra nous faire part des questions et des commentaires que vous déposez sur le chat. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Ravi de relayer tout ce que vous aurez à dire. N'hésitez pas. Ok, merci à toi Damien. Je propose qu'on commence d'emblée et que nous commençons par une version particulière. Et je crois que c'est important de bien cibler les différentes versions parce que beaucoup des arguments et des objections qui sont valables pour une version de l'allocation universelle ne sont pas nécessairement valables pour une toute autre version. Donc, parfois, sous un même nom se cachent des réalités fondamentalement différentes. Et personnellement, je trouve que le débat est souvent fort mélangé. Et donc, traitons d'abord spécifiquement de l'idée peut-être à laquelle on pense le plus souvent lorsqu'on parle d'une allocation universelle. C'est une idée qui est par exemple défendue, je pense, par Georges-Louis Boucher aujourd'hui. Et donc, c'est une allocation qui serait fort élevée par rapport à d'autres variantes. Donc, on serait aux alentours de 1 100 euros. Idéalement, s'il faut un concept, on serait au niveau du seuil de pauvreté. Et donc, c'est une allocation haute, mais qui remplacerait tout ou une grosse partie des prestations actuelles de la sécurité sociale. C'est bien la version la plus classique de l'allocation universelle, Philippe? Alors non, effectivement. Donc, traditionnellement, tu as bien rappelé tout à l'heure, Laurent, ce qu'était un revenu de base. 3 conditions, indépendant des autres revenus, et je corrige un peu ce que tu viens de dire, je pense qu'il faut faire les choses autrement. Les autres revenus s'ajoutent au revenu de base et pas l'inverse. 2, ce revenu reste versé quels que soient les choix de vie privés. Et 3, pas d'obligation d'un engagement social. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, les modèles sont multiples. Je pense qu'il y a 2 grandes séries de différences. La première différence, la plus importante sur laquelle se cristallisent beaucoup de débats, mais aussi des représentations parfois fausses, est-ce que c'est un montant qui suffit à quelqu'un qui accepte de vivre sobrement, de s'abstenir de toute participation au marché du travail? 1 200, 1 300, 1 500 euros. Vous prenez un couple 2 fois 1 500 euros qui paie un loyer de 800 euros, il reste 2 200 euros par mois. On peut, si on le souhaite, décider de ne pas travailler quelques années, voire même tout au long de la vie. Ce scénario-là, je n'y crois pas pour le moment, et ce n'est pas ma conviction en tout cas pour le moment. Ce qui tente à s'imposer dans le débat européen aujourd'hui, c'est un socle de revenus. C'est un revenu donc sur lequel les autres revenus vont s'appuyer, mais qui, dans l'immense majorité des cas, n'est pas suffisant pour s'abstenir de travailler au moins un certain nombre d'années. Ok Philippe, ok, j'interromps parce que ça c'est la deuxième version, on y viendra effectivement, celle que tu défends classiquement, mais je voudrais d'abord qu'on s'attaque à la première, qu'on comprenne ses principes, ses avantages, mais aussi peut-être ses inconvénients. Dans le cas particulier de Georges-Louis Boucher, pour autant qu'il n'ait pas changé d'avis entre-temps, et je n'ai toujours pas vu ses calculs précis, mais en gros c'est 1 000 euros par personne, 1 600 euros pour les pensionnés, mais il n'y a plus aucune allocation sociale, il n'y a plus d'allocation familiale, les 1 000 euros sont taxés et on supprime les petits risques en matière de soins de santé. Ce qui veut dire que les gens qui souhaiteraient
continuer à s'assurer pour les dépenses de médecins, de dentisterie, de médicaments, etc., devrait prendre une assurance privée. Voilà. Et donc, on retrouve tout de suite dans ce scénario toutes les questions qui se posent. Est-ce que le revenu de base est taxé ou pas? De quel montant est-il? Est-ce qu'on supprime ou pas tout ou partie de la sécurité sociale? Les réponses de Georges Touhy, de ce point de vue-là, sont radicales et très dures. Il faut bien se représenter. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de chômeurs auraient beaucoup moins avec le système de Georges Louis Boucher. Ce n'est pas le seul, hein. Il ne faut pas forcément focaliser sur lui. Comme ça ne se veut pas un débat politique, il n'a pas été, je n'ai pas suggéré qu'il soit là, mais… D'un autre côté, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette proposition parce qu'elle permet de montrer qu'il y a des différences et elle permet aussi de faire de la pédagogie. Alors après, les gens peuvent encore soutenir une ou aucune des formules, mais ça permet de faire de la pédagogie quand même très, très intéressante. Par exemple, donc à la limite, quelqu'un qui a un tout petit revenu, pour une couverture égale, devrait payer la même chose pour ses soins de santé, pour les petits risques en tout cas, que quelqu'un qui est très riche. C'est une régression totale absolue. Voilà. Et forcément, il faut, on ne sait pas avoir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que cette allocation aussi élevée s'accompagne d'une suppression d'autant de prestations sociales? Mais ça, c'est une question d'équilibre financier global. C'est l'idée aussi qu'il n'est pas question, je pense, d'augmenter la charge fiscale ou parafiscale. Enfin, je n'aime pas le mot charge, en tout cas, d'augmenter les contributions collectives. Et donc, ça, c'est évidemment un élément essentiel. Et dans le modèle que François Perle présentera tout à l'heure, comme dans le mien, comme dans celui de la CSC pour les jeunes, ben, il faut effectivement trouver des ressources supplémentaires. Ça me paraît une évidence. Mais si on commence le débat en disant il n'y aura pas de ressources supplémentaires parce qu'on estime qu'on paie déjà trop d'impôts, etc., je pense qu'il vaut mieux arrêter le débat. Laurence, vous avez également discuté de l'allocation universelle chez vous. Si on en reste donc toujours à cette hypothèse d'un montant élevé, qui semble être pourtant, à première vue, ça semble la version la plus généreuse, comment est-ce qu'en général se positionne le monde syndical par rapport à ces propositions? Mais je voudrais d'abord rappeler un peu d'où je parle et en fait du fait qu'à la CC, on a fait tout un travail de réflexion parce que effectivement, les hypothèses d'allocation universelle, de revenus de base revenaient régulièrement dans les discussions et on peut comprendre pourquoi. Peut-être d'abord commencer par quelques constats, c'est qu'il y a une évolution forte de l'emploi et dans un sens qui va vers toujours plus de précarisation, hein, quand on voit la précarisation des contrats, les temps partiels, les flexi-jobs, etc. On se rend compte à un moment donné que ce que le compromis fordiste avait pu mettre en place comme protection sociale pour les travailleurs ne couvre plus maintenant l'ensemble du monde du travail et il y a toute une série de travailleurs pauvres et nous en rencontrons tous les jours. Donc en fait, l'allocation universelle vient dans un contexte aussi très particulier, qui est celui d'une évolution du monde de l'emploi, d'un effritement de la société salariale et du fait que dans toutes les personnes qu'on connaît, on peut se rendre compte qu'il y a des publics cibles particuliers pour qui la protection sociale ne fonctionne pas de manière optimale. Quand on est aujourd'hui une famille monoparentale avec 2 enfants habitant en ville, et on voit bien ce que le confinement nous montre de toutes ces situations aujourd'hui, il est très difficile de s'en sortir avec soit un travail à temps partiel, soit une allocation de chômage. Quand on voit qu'il y a toute une série de jeunes qui échappent aujourd'hui à la sécurité sociale parce qu'on a supprimé les allocations d'insertion, même chose, on se retrouve avec un public pour lequel il n'y a pas de solution. Certains pensionnés, donc ici, pour le moment, le syndicat travaille beaucoup, évidemment, sur les questions de chômage économique temporaire. Nous avons des pensionnés qui devaient travailler en complément parce qu'ils ne perçoivent qu'une pension de 300 €. Donc, il faut quand même se rendre compte un petit peu de l'état de la situation, qui est une situation qui se dégrade et qui va vers ce que Robert Castel appelait le précariat. Par ailleurs, nous rencontrons aussi beaucoup de constats sur aujourd'hui l'hyperconditionnalité des aides et notamment les contrôles des chômeurs. Hein. Donc on sait qu'il n'y a pas assez d'emplois, mais on active et on demande à ces chômeurs de prouver qu'ils cherchent bien de l'emploi.
On se rend compte aussi dans nos publics que le système de sécurité sociale apparaît parfois comme tellement compliqué qu'il y a toute une série de personnes qui décident de ne plus recourir à l'aide sociale, hein, et donc c'est ceux qu'on appelle partis dans la forêt de Sherwood. Et donc, voilà, ça c'est toute une série de constats qui font que même dans le monde syndical qui est profondément attaché à la sécurité sociale, on peut avoir une série de personnes qui s'interrogent en se disant mais tiens, est-ce qu'on ne devrait pas changer de système? Alors évidemment, donc pour nous, ça a été très important de susciter la discussion, de pouvoir mettre en évidence aussi un petit peu les leviers que pourrait être un revenu de base, mais bon, pas de l'allocation universelle au sens dont tu viens de parler, qui est de dire un gros montant qui remplacerait l'ensemble des allocations, mais aussi des risques. Et peut-être que c'est là-dessus que je vais maintenant venir, c'est que on est bien conscient que l'État social s'effrite, que les évolutions en cours, que ce soit dans le monde du travail, mais aussi en lien avec la transition écologique, les transitions technologiques, etc., ne vont faire que continuer à effriter cet État social. Mais nos réflexions, elles ne sont pas spécifiquement là pour dire, tiens, prenons une allocation universelle ou n'en prenons pas. C'est vraiment se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, la protection sociale peut jouer son rôle, comment est-ce qu'on peut la redéfinir pour pouvoir protéger les personnes. Et pour nous, ce qui est très fort ressorti des débats, c'est, je dirais, un triple rôle de la sécurité sociale. Et donc, c'est pour ça que je viens à ça, parce que la proposition de Georges-Louis Boucher ne répond absolument pas à toute une série de ces rôles. D'une part, forcément, la sécurité sociale, elle vise à sécuriser l'existence individuelle de chacun. Chacun devrait pouvoir vivre dignement dans un État comme l'État de la Belgique. Il devrait pouvoir se projeter, avoir une sécurité d'existence. Mais évidemment, pour des acteurs sociaux comme nous, la sécurité sociale, elle a un autre rôle qui est celui de la redistribution de la richesse. Hein, et donc de se dire qu'à un moment donné, si on a mis en place un dispositif de sécurité sociale, en lien aussi avec une forme de fiscalité, avec la cotisation sociale qu'on prélève sur le travail, c'est pour des objectifs et des finalités de justice sociale, de cohésion sociale, pour lutter contre les inégalités. Et là, on voit très bien que un système tel que celui défendu par Georges-Louis Boucher, qui est une répartition purement égalitaire, qui ne tient absolument pas compte des inégalités de départ, qu'elles soient de revenus, mais aussi de capital social ou culturel, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a aucun principe de solidarité dans une proposition comme celle-là. Et alors, le dernier point, évidemment, c'est que la sécurité sociale, je l'ai un peu abordé, elle repose sur le travail. Bon, son financement ne repose plus uniquement sur les cotisations sociales, mais c'est en grande partie le monde du travail. C'est par le fait que nous travaillons, tous les travailleurs cotisent, qu'à un moment donné, on a pu mettre en place un système qui est une mutualisation et une socialisation des risques. Et Philippe y a fait référence. Dans le système de Georges-Louis Boucher, on donne individuellement à des personnes, et celles qui s'en sortiront le mieux parce qu'elles ont par exemple du patrimoine, des propriétés, elles ont un travail rémunérateur, pourront faire appel à toute une série d'assurances privées pour s'octroyer une sécurité plus grande, tandis que les autres resteront quand même encore sur le bord du chemin en pouvant vivre ou vivoter avec cette allocation. Et donc nous estimons que ce type d'allocation universelle ne peut faire que renforcer la dualisation de la société, qu'il n'y a aucun objectif de solidarité, aucun objectif d'une plus grande cohésion sociale. Et par ailleurs, je voudrais encore juste ajouter que on est très conscient dans les syndicats que quand il y a un problème de pauvreté ou de précarité, le seul transfert monétaire ne suffit pas. Donc en même temps, nous sommes là. Quand on dit que les syndicats sont représentatifs, c'est bien qu'ils sont dans des organes de gestion de la sécurité sociale, etc. Mais en même temps, ils font émerger du terrain l'image de ce qu'est le travail aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir montrer des nouvelles situations, des situations ciblées, qui demandent aussi des réponses ciblées et pas uniquement une réponse universelle qui s'appliquerait à tout un chacun, puisque les situations ne sont pas identiques. Et enfin, un dernier point,
c'est qu'évidemment, ben, on l'a dit, ça coûtera. Et donc, la question de l'efficacité aussi des dépenses publiques, des moyens publics, est quelque chose qui est pour nous important de souligner. C'est de se dire, est-ce que finalement, on n'a Ok. pas besoin d'un système qui... Ok, mais on aura l'occasion de détailler parce que là, ça fait beaucoup de points Ouais, en une pardon. seule fois, mais il n'y a pas de problème. Damien, tu souhaites intervenir avant que je passe la parole à François? Ben, en tout cas, juste pour faire un petit point sur ce qui se passe sur Déjà. Facebook en ce moment, il y a plus de 90 personnes qui nous suivent en live. N'hésitez pas à partager d'ailleurs ce live pour que d'autres personnes puissent aussi profiter et contribuer à ce débat et liker. Continuez aussi à commenter. Donc, en tout cas, ce qu'on a pu observer, ce que j'ai pu observer à la fois sur les réseaux, ça part dans beaucoup de directions, mais je crois qu'on va recouvrir beaucoup de ces commentaires dans le fil du débat, mais aussi sur la plateforme, c'est que beaucoup de gens voient et en tout cas parlent et pensent, quand ils pensent à l'allocation universelle, ils pensent bien à ce premier point qu'on est en train de discuter. Ça veut dire une allocation universelle qui est au moins supérieure au niveau de pauvreté. Et d'ailleurs, Alexandra demande, est-ce que la pauvreté pourrait enfin disparaître grâce à ceci? C'est une bonne question. Voilà. Mais donc, une première petite question qui ressort et je réinterviendrai plus tard. N'hésitez pas à continuer à commenter. Mais François, justement, parce que j'ai quand même entendu un certain nombre d'éléments qui paraissent positifs dans cette proposition, en particulier, par exemple, la simplification d'un système qui non seulement est lourd, sans doute, et coûteux, mais sans doute qui exclut de facto de l'accès à ce système une partie des personnes qui sont plus précarisées. C'est aussi un système qui aurait au moins le mérite d'éviter, de garantir à tout le monde un niveau suffisant, donc d'éradiquer la pauvreté, pour faire écho à ce qu'a dit Damien. De même, on souligne effectivement un risque de précariat, mais de fait, aujourd'hui, il y a une flexibilité importante qui est demandée, notamment suite au développement de l'économie collaborative. Dès lors, un revenu important de ce type-là n'aurait-il pas un impact quand même très favorable pour les personnes qui sont dans l'économie collaborative, renforcerait leur rapport de force d'ailleurs, permettrait de combiner davantage des activités de ce type-là à temps partiel avec des activités informelles ou du temps à la maison, ou permettrait encore à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir un montant de base solide qui lui permettrait d'avoir le temps de développer son activité. Donc, est-ce que ça ne stimulerait pas aussi beaucoup d'activités, qu'elles soient économiques ou non économiques? Oui, mais il faut s'interroger sur les objectifs, en fait. Moi c'est à partir des objectifs que je voulais partir plus que des éléments, enfin plutôt pas secondaires, je vais dire, mais pas parallèles. Et pour moi, le premier objectif à atteindre, c'est l'éradication de la pauvreté. Je pense que c'est pas normal qu'on vive dans un pays où on a encore un taux de pauvreté relativement élevé, qui est malgré tout un des plus bas d'Europe, ce qui montre, je pense, l'efficacité du système social, mais on est tous d'accord, à mon avis, sur le fait que 2020, la pauvreté est quelque chose qui devrait être éradiqué. Et je pense que la sécurité sociale, si elle accepte de se rénover, de se transformer, est capable de répondre à cet objectif sans passer par une allocation universelle. Alors, pourquoi pas d'allocation universelle? Je ne vais pas faire un long débat là-dessus parce que je pense que on est ici plutôt pour essayer de rapprocher les points de vue plutôt que pour s'en écarter. Je dirais simplement que pour moi, l'allocation universelle, elle ne répond pas à deux buts principaux. Tout d'abord, et je ne vise pas spécialement à la proposition de Philippe, qui se rapproche finalement assez fort de ce que je propose, même si on a des points de départ et des points d'arrivée différents, c'est que généralement la plupart des propositions posent un problème d'équité sociale. C'est-à-dire qu'on élargit la base du nombre de bénéficiaires de la sécurité sociale sans forcément élargir le budget de la sécurité sociale. Et donc on élargit la part du gâteau et malheureusement, bien, ceux qui ont le plus besoin de gâteau, au final, se retrouvent sans une part suffisante. Le deuxième gros problème que moi je vois dans beaucoup de propositions de l'allocation universelle, c'est l'angle mort complet que sont les soins de santé. Or, et je veux vraiment pas du tout, j'ai pas du tout envie de profiter de la situation actuelle pour le répéter, mais on voit à quel point à l'heure actuelle un système de soins de santé est important.
Mais ça ne veut pas dire que la Sécu ne doit pas tenir compte de l'évolution de la société. Alors la Sécu a déjà tenu compte de l'évolution de la société. Si on part depuis 1945 et du pacte social de 1945, en fait la sécurité sociale s'est beaucoup universalisée. On est parti vraiment d'une sécurité sociale faite pour les travailleurs, avec des droits dérivés, donc pour la femme et les enfants. Hein, c'était vraiment comme ça que c'était conçu. Et on est passé, et la Belgique est un des premiers pays à l'avoir fait, par exemple, à un régime d'assurance maladie universelle qui a achevé sa mue dans les années 2000 avec l'élargissement total, l'intégration totale des jeunes indépendants. Donc, on a déjà une sécurité sociale qui s'est fort universalisée, mais je pense qu'on doit passer maintenant un nouveau cap et aller vers ce que j'appelle quatre conditions fondamentales. C'est une individualisation, c'est-à-dire que l'allocation de sécurité sociale n'est plus liée au statut familial. Une universalisation, c'est-à-dire effectivement qu'on va aller rechercher dans tous les angles morts les pourcentages, le petit pourcentage de personnes qui sont actuellement pas couvertes. Une simplification, ça va de pair. Je crois qu'une grosse partie du problème d'universalisation vient du fait que le système n'est plus assez simple et plus assez lisible. Et surtout, très important, là, je viens de m'arracher les cheveux pendant 2 heures avec les partenaires sociaux sur la question du chômage temporaire et de l'incapacité de travail. C'est des transitions qui sont facilitées entre les régimes. Alors pour ça, moi, je propose ce que j'appelle un revenu social universel. On y viendra. Ok, ça va. alors, je veux juste terminer là-dessus pour dire, effectivement, j'y reviendrai, mais 2 questions qui ont été posées notamment par ceux qui assistent au débat et que je remercie d'être là. C'est d'une part, effectivement, la question de l'ubérisation. Donc, il faut à tout prix éviter que la sécurité sociale devienne une béquille de l'ubérisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un risque, effectivement, avec un revenu inconditionnel qu'on appelle revenu de base, allocation universelle, que ce revenu, en fait, serve finalement de complément de salaire à des entreprises de l'économie de plateforme. Et la deuxième chose, c'est que je pense effectivement que je suis très conscient du besoin que tout le monde a manifesté de disposer de temps pour soi. C'est quelque chose que je considère très important à prendre en considération, mais il faut bien dire aussi que c'est déjà pris en considération par toute une série de congés qui existent, qui sont perfectibles, bien entendu, mais je termine là-dessus, c'est toujours la grande difficulté qu'on a dans les débats sur l'allocation universelle, c'est qu'on compare une situation dépeinte comme idéale et un système qui forcément ne l'est pas. Et je pense qu'il faut peut-être, moi, ma construction intellectuelle, c'est pas de partir d'une situation idéale et d'essayer de se projeter vers un système à créer, mais plutôt du système existant et essayer de le projeter vers une situation idéale. C'est vraiment ça la différence de dialectique que j'ai par rapport aux partisans de l'allocation universelle. Ok, mais donc si je résume, ou je tente en tout cas, j'ai l'impression que ce débat sur l'allocation universelle, première formule en tout cas, questionne de manière pertinente la sécurité sociale, met en avant, et j'ai l'impression qu'il pourrait assez facilement y avoir un consensus, un certain nombre d'objectifs. Hein, on peut reprendre ceux que vous venez de citer, François, individualisation des droits sociaux. Effectivement, l'allocation universelle rencontre cet objectif-là, une forme d'universalisation de l'accès, une forme de simplification également, et cette prise en charge particulière des transitions. Mais que si c'est une bonne question, vous craignez en tout cas que ce soit une mauvaise réponse, notamment parce que la part du gâteau, hein, de nouveau je reprends vos expressions, serait distribuée de manière négative pour la cohésion sociale. Alors quand même, un élément positif, je pense que la part du gâteau d'un certain nombre de personnes les plus fragilisées, ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, s'améliorerait. Donc eux, il y aurait bien un seuil qui pourrait être rencontré. De même, effectivement, il y a accès à la sécurité sociale et donc ce serait positif pour des personnes qui aujourd'hui ne bénéficient pas de la sécurité sociale parce qu'ils n'en ont fondamentalement aujourd'hui pas besoin. Alors, ils ont des revenus élevés, sont relativement à l'abri des risques, mais que les perdants seraient essentiellement les personnes au milieu qui sont actuellement des bénéficiaires ou dans des parties de leur vie sont bénéficiaires de la sécurité sociale, mais avec une classe moyenne qui est au-dessus du seuil de pauvreté. Mais je dirais que si manifestement aux yeux des panélistes, hein, je ne suis pas, il y aura sûrement d'autres personnes qui voudraient contre-attaquer, ou défendre cette première version de l'allocation universelle, mais on va dire qu'à vous entendre en tout cas, ce n'est pas la bonne version, mais ça ne ferme pas nécessairement le chapitre sur l'allocation universelle, puisqu'il y a d'autres formes d'allocation universelle, d'autres variantes qui peuvent être proposées, et notamment celle que toi, Philippe, tu défends, qui est une allocation universelle cette fois-ci
plus modeste, hein, on est aux alentours de 600 €, ça dépend dans les propositions qu'il y avait qu'on peut indexer, mais donc comme un ordre d'idée, on est non plus au seuil de pauvreté, mais on est à 60% peut-être de l'équivalent du seuil de pauvreté, entre 50 et 60%. Et cette allocation universelle se présente comme un pilier complémentaire de la sécurité sociale plutôt que comme une alternative à celle-ci. C'est bien cela? Alors, effectivement, le modèle que je propose, c'est 600 € pour tous les adultes comme revenu de base. J'essaie d'être cohérent par rapport à ce que je viens de dire. Je ne pense pas que ça suffit pour vivre. Sauf si éventuellement on vit avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qu'au sein d'un couple, par exemple, on décide de dire pour l'un les 600 €, il peut faire autre chose. Mais en général, c'est impossible. Dès lors, je dois être cohérent jusqu'au bout. Ça veut dire que tous les revenus s'ajoutent à ces 600 €. Que si je souhaite une participation de tous au marché du travail, eh bien sûr que si on perd son emploi, on a droit à des allocations sociales, que ce soit pour cause de maladie ou pour cause de chômage ou de vieillesse, on a droit à des allocations sociales qui s'ajoutent à ces 600 €. Pour illustrer ce que je pense être la force de ce que je propose, prenons un exemple hyper concret vécu par des personnes que je connais ici dans la rue. Une personne qui travaille en titre-service, une maman seule, elle travaille à 80%, elle perd son emploi à cause de la crise, elle va toucher 70% de son revenu dont on va déduire 27% de précompte professionnel, elle tombe en dessous du seuil de pauvreté et elle va devoir aller au CPS pour toucher la différence. Désolé de le dire, mais ça, ce n'est pas mon modèle social. Imaginons demain la situation de cette personne avec 600 €. Elle a 600 € quoi qu'il arrive. Ses enfants ont 300 € par mois quoi qu'il arrive. Et l'allocation de chômage de cette personne s'ajoute intégralement à ces 600 €. Elle est proportionnellement mieux protégée qu'aujourd'hui. Autrement dit, par rapport à son revenu d'avant la crise, elle perd beaucoup moins. Et en plus, elle doit éviter, elle ne passe pas par la case CPS avec tout ce que ça implique de contrôle sur la vie privée, de charges administratives, d'attendre 2, 3, 4 semaines que le Conseil de l'action sociale veuille bien prendre une décision. Honnêtement, il n'y a pas photo. Et c'est vraiment le genre de situation que je propose de modifier. Nous restons dans une logique de sécurité sociale. Cette personne aura droit à une allocation de chômage, mais elle ne doit pas passer par la case CPS et elle est plus à l'aise qu'aujourd'hui. Honnêtement, difficile d'imaginer beaucoup mieux comme amélioration. Ce n'est pas encore une réponse à tout. J'en ai bien conscience. Et puis maintenant, il faudrait détailler la situation d'autres personnes. J'ai bien conscience de ça. Mais dans ce débat, qu'on soit partisan ou pas d'un revenu de base, qu'on soit partisan de ce que Laurence dit, de ce que François dit, partons de situations concrètes. Voyons en quoi elles ne fonctionnent pas bien aujourd'hui et voyons en quoi on peut les dépasser demain. Et dans ce sens-là, moi, je ne suis jamais déçu de participer à un débat sur le revenu de base parce que parler du revenu de base oblige à parler des dysfonctionnements de notre système de redistribution des revenus et donc de lancer le débat sur la manière de l'améliorer. Et après, bien évidemment, qu'on peut encore avoir des points de vue différents sur la manière de l'améliorer. Dernier point, très bref, du très concret au philosophique, ma proposition s'inscrit dans la vision de Gors, de ce qu'est une vie, André Gors, une vie heureuse, une vie accomplie. C'est une vie qui repose sur 3 piliers. Sa participation au marché du travail, il faut mettre la main au cambouis. C'est là que se passe un certain nombre d'évolutions sociales, technologiques, humaines. C'est un lieu de rencontre. Des activités que les anglo-saxons appellent de care, donc le soin aux personnes, l'éducation des enfants, les proches, les tâches domestiques, et puis des activités qu'on fait pour soi. Quand je dis qu'on fait pour soi, pas dans un but égoïste, des choses qu'on porte en soi qui peuvent être des actions vers les autres, qui peuvent être des moments de recueillement, des moments d'écriture, des moments de participation, des moments de militance. Et c'est cet équilibre entre les 3 piliers qui me semble important. Malheureusement,
pour des raisons économiques, une partie importante de la population n'a pas l'occasion d'avoir cet équilibre entre ces deux activités. Et c'est donc, pour moi, le revenu de base sert à financer ce troisième type d'activité. Mais chacun faisant alors exactement ce qu'il a envie de faire, peu importe, il est très difficile de porter un jugement. Je dis souvent ceci, et je termine vraiment par là. Quelqu'un qui se recueillerait pendant 6 mois sous sa tente, on pourrait dire, tiens, est-ce qu'il mérite son revenu de base? Que fait cette personne? Et si au bout de 6 mois, cette personne sort avec une idée géniale, un projet nouveau, porte un projet d'entreprise, de coopérative, etc., mais la société a gagné sur tous les tableaux. Faisons confiance aux citoyens, mais essayons de répondre quand même aux situations inacceptables dans lesquelles se débattent trop de personnes. Je m'étais coupé le micro, excusez-moi. Damien, il y a une réaction des internautes par rapport à cette seconde version, oui? En effet, il y a des réactions par rapport à cette seconde version, par rapport à d'autres versions aussi. Continuez à commenter aussi sur la plateforme www.ifrabo demain. Par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Defait, deux personnes réagissent. Une première en disant « mais 600 €, c'est beaucoup moins que le revenu d'intégration du CPAS ». Et une autre personne qui dit que vous dépeignez finalement le CPAS un peu comme les méchants contrôleurs, alors qu'ils accompagnent aussi justement les gens dans leurs projets de développement avec des plans d'accompagnement personnalisés. Ce serait peut-être même une perte si on ne faisait qu'envoyer un virement à certaines personnes. Plus généralement, il y a aussi plusieurs personnes qui se demandent mais d'où viendrait cet argent? Peut-on le faire encore avec la même base taxable? Faudrait-il l'augmenter? Certaines personnes se permettent même de proposer une microtaxe comme Jean. Voilà, ce sont plusieurs questions, plusieurs débats qui se déroulent et je vous laisse continuer. N'hésitez pas à continuer à commenter aussi sur Facebook. Laurent, je t'ai vu opiner de la tête lorsqu'on soulignait l'importance du rôle d'accompagnement social aussi. Tout à fait. Mais disons que par rapport à la proposition de Philippe, le monde syndical est déjà beaucoup plus ouvert parce que effectivement, comme Philippe l'a dit, sa proposition de revenu de base ne nous enlève pas de la sécurité sociale, elle s'y intègre et il y a un certain nombre de points positifs que l'on peut relever. D'une part, Philippe l'a dit, il y a des situations aujourd'hui où certaines personnes tombent dans des situations de pauvreté et n'y tomberaient pas si elles touchaient ce revenu de base. Il a aussi parlé de la simplification des aides sociales si on touche de manière universelle, individuelle, automatique ce revenu de base. Il a beaucoup parlé de quelque chose qui fait écho et à quoi je n'ai pas encore du tout fait référence. C'est aussi aujourd'hui la volonté chez les travailleurs de retrouver un peu de temps. Donc, on se retrouve non seulement, tout à l'heure, j'ai parlé de la précarisation des emplois et donc des contrats, des salaires, etc. Mais on se retrouve aussi avec une intensification du travail qui est assez forte. Et d'ailleurs, je crois que François ne me contredira pas quand on voit que les budgets de soins de santé pour maladies professionnelles explosent. Et donc, on a véritablement aussi une souffrance au travail, régulièrement aussi des retours de beaucoup de personnes, et notamment les femmes, sur la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et donc, pour toutes ces raisons, ce revenu de base permettrait évidemment d'avoir peut-être une partie de la solution, hein, donc de pouvoir réduire son temps de travail, de pouvoir avoir un revenu socle, etc. Par contre, il y a toute une série de questions qui nous semblent quand même se poser, et notamment Philippe a parlé du fait qu'une vie accomplie, c'est une vie où à la fois on participe au monde du travail, où on peut s'occuper de ses proches, hein, donc de sa famille, de ses amis, d'un parent malade, que sais-je, et pouvoir aussi développer des activités pour son accomplissement personnel ou social. Hein. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, on se demande, une des questions qui revenait régulièrement par rapport à la proposition de Philippe, c'était de dire, oui, mais si on sait qu'en Belgique, toute personne recevra automatiquement 600 € par mois, prenons ce montant-là, est-ce que automatiquement, dans un système économique comme le nôtre et dans un système
où le travail est profondément bousillé, entre guillemets, par des logiques néolibérales, et tu as parlé de l'ubérisation tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas avoir des phénomènes, d'une part, d'inflation, hein, notamment, par exemple, une inflation des loyers, et d'autre part, un accompagnement de ce qu'on va appeler l'ubérisation du monde du travail, de plus en plus de dirty jobs, hein, donc de ces métiers qui ne procurent justement peut-être aucune reconnaissance sociale, et donc la participation au monde du travail dans certains emplois, eh bien, elle ne procure pas beaucoup d'émancipation ou d'épanouissement. Et on a aussi peut-être un peu peur, on voit bien hein, ce que sont les derniers accords interprofessionnels, d'avoir une stagnation des salaires en se disant, non, enfin voilà, il y a déjà une partie des dépenses publiques qui va aller vers ce revenu de base, et donc on va peut-être affaiblir le monde du travail. Et donc ça, c'est pour nous une préoccupation majeure. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le travail est quand même un enjeu politique fondamental. C'est quand même là que, dans les luttes liées au travail, qu'on a pu acquérir un certain nombre de droits sociaux. Et donc, affaiblir aujourd'hui le rapport de force dans le travail nous semble évidemment un danger majeur. Alors, bien sûr, je sais que, et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement avec la proposition et les discussions qu'on a avec Philippe, c'est qu'il dit, mais ma proposition, elle ne répond pas à tout. Hein, et donc, il faut pouvoir l'encadrer, hein, se dire que justement, peut-être, comment est-ce que les syndicats vont pouvoir continuer à participer à la concertation sociale, etc. Et alors, j'ai un dernier élément qui est quand même la question aussi, donc on a parlé des inégalités, plutôt des inégalités économiques hein, dans la société, mais on peut parler aussi des inégalités plus symboliques. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a encore des inégalités de genre qui sont très très fortes, et une des préoccupations majeures des syndicalistes, c'est de se demander si, en octroyant un revenu de base aux familles, est-ce qu'on ne va pas de facto soutenir le retour des femmes au foyer. Donc ça, c'est aussi une des questions qui est une question en discussion par rapport au modèle de Philippe. Ça fait beaucoup de questions en une fois de nouveau. Ouais. Il n'y a pas de problème, mais c'est montre que c'est très riche. Mais effectivement, je vais revenir notamment sur cette question de genre. Mais peut-être d'abord, François, une réaction courte, un positionnement par rapport à ce type de proposition. Mais par rapport à ce type de proposition, je reviens toujours avec la même question, c'est l'équité. C'est-à-dire que quel que soit le montant de base qu'on donne, pour moi, et même si après on le fiscalise et que il n'arrive pas finalement sur le compte bancaire des personnes qui en ont droit, il y a un problème d'équité fondamental. Parce que je pense que la question, et j'aime bien l'exemple que Philippe prend, parce qu'il prend toujours un exemple d'une personne précarisée, exemple qui pourrait être solutionné si la sécurité sociale fonctionnait mieux. Donc il ne faudrait pas passer par un revenu de base. Mais la proposition qu'il fait revient finalement à donner une allocation que je trouve minimale à toute une série de personnes qui n'en ont objectivement pas besoin. Et donc il y a cet effet d'aubaine qui fait partie d'une utopie que je peux comprendre de nouveau. C'est pas du tout, je ne rentre pas une bagarre idéologique en disant proposition de droite ou de gauche. Il y a une espèce d'effet d'aubaine qui en soi ne poserait pas de problème si on travaillait dans un paradigme financier différent. C'est-à-dire que si on créait de la monnaie en suffisance pour donner 600 € à tout le monde, l'effet d'aubaine serait réduit, mais il y aurait toujours un problème d'inéquité sociale. Parce que pourquoi, si on crée beaucoup de monnaie pour donner 600 € à tout le monde, continuer à donner 600 € à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je reviens toujours avec cette question-là, disant que je pense que le guide dans une politique sociale, c'est avant tout l'équité, et que l'équité, dans un premier temps, commande à éradiquer la pauvreté. Et malheureusement, une proposition qui, je veux dire, universalise complètement les allocations sociales et qui les sortent du périmètre de la sécurité sociale pour les verser à l'ensemble, travailleurs, propriétaires ou locataires, eh bien, ne répond pas ou ne permet pas de répondre à cette efficacité, plutôt à cette efficience. Et je dirais, et je termine là-dessus, qu'on a testé des propositions comme celle de Philippe sur le plan scientifique. Alors, similaire à celle de Philippe, pas celle de Philippe, mais des propositions intégrant un revenu de base dans la sécurité sociale et à paradigme financier globalement identique, voire avec une certaine marge de manœuvre financière. Il fallait
énormément de ressources fiscales supplémentaires pour éviter que la sécurité sociale devienne inefficace. Et donc là aussi, il y a un autre problème, c'est que malheureusement, aussi belle soit-elle cette proposition, quand on l'a testée sur le plan scientifique, elle arrive souvent à diminuer, en tout cas à dégrader l'efficacité sociale de la sécurité sociale. Mais revenons par exemple sur ce dernier point qui est lié notamment au financement, hein. Donc, dans ta proposition, Philippe, le financement se fait comment? Alors, il y a 3 sources. Les sommes existantes aujourd'hui, je donne un exemple très clair. Je propose que les réductions fiscales pour enfants à charge soient intégrées dans le revenu de base des enfants. Donc, moins de dépenses fiscales. Est-ce que ça change quelque chose? Mais ça change tout. Et en particulier pour les personnes qui sont à cheval entre la précarité et la classe moyenne, qui doivent parfois, comme je le disais tout à l'heure, attendre 18 mois pour bénéficier de la totalité de leur réduction fiscale. Voilà un exemple où une somme qui existe est mieux utilisée parce qu'elle est versée tout de suite à tout le monde sans condition. Donc, réaffectation de moyens qui existent. Une fois qu'on a fait ça, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit un certain nombre de revendications portées par la CEC, mais aussi par la FGTB, etc., ou la proposition de François, il faut trouver des moyens complémentaires. En ce qui me concerne, je ne pense pas être vraiment original sur ces moyens complémentaires. Il y a 2 sources. La première, c'est de taxer mieux qu'aujourd'hui des revenus qui ne le sont pas, et je pense en particulier aux plus-values, ou à certains revenus mobiliers, ou à certains revenus immobiliers. Et l'autre idée, c'est l'idée effectivement d'un micro-prélèvement sur l'ensemble des transactions financières électroniques. N'importe quelle transaction. Quelqu'un qui paie sa gazette chez le libraire, ou quelqu'un qui fait un ordre de bourse, ou quelqu'un qui paie un fournisseur, peu importe, chaque transaction électronique financière se verrait prélever un micro-prélèvement. Mais sur la masse de milliers de milliards de versements électroniques chaque année, ça permet de ramener quelques milliards en fonction évidemment de la hauteur de ce micro-prélèvement. Avec en plus un avantage extraordinaire à cette proposition, c'est qu'elle est de facto progressive, et je dirais progressiste, parce qu'évidemment, le nombre de transactions financières par quelqu'un qui a un petit revenu, un petit pensionné par exemple, n'a évidemment rien à voir par rapport au nombre très élevé de virements qui sont faits par les gens de la classe moyenne supérieure ou les gens très riches. Donc, voilà une proposition dont à la limite, les gens ne s'en rendraient même pas compte qu'ils la paient, mais sur la masse des transactions financières électroniques, on a un effet de masse important. Voilà. Pour répondre un peu aux finances. Et des calculs précis sont faits? Oui, tout à fait. En gros, on estime qu'en Belgique, il y a au moins 5 000 milliards de transactions financières électroniques. Je pense que c'est un minimum. Un millième là-dessus, c'est 5 milliards. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, mais c'est encore loin de financer la proposition. Ça finance ce qu'il faut en plus par rapport aux moyens actuels. Hein. Et un certain nombre des allocations sont réduites du montant du socle de base. Par exemple, l'allocation de chômage. Que devient l'allocation de chômage? L'allocation de chômage d'un chômeur demain, c'est 600 € plus 40% du salaire perdu, mais sans aucune condition relative à la durée et sans aucune condition relative au fait de vivre ou pas avec d'autres personnes. Le calcul est vite fait. 600 € plus 40% du salaire perdu, c'est beaucoup plus que les allocations de chômage. Et je reviens sur l'exemple de la personne qui travaille en titre service. Avec ma proposition, elle a plus que ce qu'elle a aujourd'hui et surtout, elle ne doit plus passer par la case CPS. Voilà. Mais qui a moins? Sur une question fondamentale, François a raison. Bien sûr qu'il y a des situations qu'on peut améliorer dans le cadre de la sécurité sociale actuelle, mais tant qu'on a des cotisations proportionnelles au salaire perdu,
désolé, un nombre très important de parents seuls, et en particulier de femmes seules, resteront toujours en dessous du seuil de pauvreté si on ne change pas cette optique fondamentale de compléter une partie du salaire perdu avec un revenu de base. François, là, vous êtes interpellé directement, mais j'aurais voulu aussi, Philippe, qui Oui, perd, qui a moins alors? Alors, c'est très simple. Moi, donc, jusqu'à 2 tiers, donc on part de plus bas, vers le haut jusqu'à 2 tiers, les gens ont au minimum plus ou la même chose qu'aujourd'hui, et le tiers supérieur contribue un peu plus. Mais je suis très clair là-dessus. Je l'ai toujours été. Mon projet, François le sait bien, mon projet n'est pas de donner 600 € en plus à un cadre supérieur du secteur bancaire qui en gagne 5000. Hein. Ce n'est pas mon projet. Lui, il contribuera plus au système, évidemment. Voilà. Et donc, il y a une forme d'équité. Ça, je pense pouvoir le montrer avec des données très claires. Il y a une forme d'équité dans ce que je propose et surtout éviter à une série de personnes. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail dans les CPS, mais je préférerais que les travailleurs sociaux dans les CPS accompagnent les gens plutôt que de devoir calculer tous les mois est-ce que la personne a droit à 253 € ou 325 € de complément de revenus d'intégration. S'il vous plaît, faisons en sorte que les travailleurs sociaux soient débarrassés de la partie revenus qui doit rester dans le cadre de la sécurité sociale et puissent consacrer beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui à l'accompagnement social et budgétaire d'un certain nombre de familles. François, est-ce que cette proposition ne serait quand même pas, j'ai envie de dire, de l'huile dans les rouages de la sécurité sociale, en répondant à un certain nombre de difficultés prestées, mais notamment, je dirais, à la question de le problème classique de la trappe du chômage ou des pièges à l'emploi qui font que, comme lorsqu'on commence à travailler, on perd l'allocation dont on bénéficiait, et que par contre, on a souvent des frais complémentaires en termes de garde d'enfants, en termes d'habillement, en termes de déplacement, que le travail, en fait, est très peu valorisé, très peu rémunérateur, et dès lors on a intérêt ou on y perd à travailler, ce qui crée ce qu'on appelle des pièges à l'emploi ou la trappe du chômage. Et donc, est-ce que ce ne serait pas une solution pour notamment tous ces effets seuil? Ça peut être une solution, mais je répète, enfin, d'abord, j'ai un problème de base avec la proposition de Philippe, c'est que finalement, sous couvert de simplification, je la trouve parfois un peu complexe à comprendre. Mais c'est peut-être aussi parce que je ne me suis pas Ou suffisamment peut-être juste qu'elle est plongé. différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, 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 mais donc voilà, je trouve en fait l'idée, parce que non, allez, boutade mise à part, moi je suis dans un VIP, je dirais que je suis presque à la limite plus radical que lui dans la proposition de simplification du système. C'est-à-dire que moi je pense que ce n'est pas rajouter un pilier dans la sécurité sociale qu'il faut faire, c'est plutôt de fusionner l'ensemble des allocations de sécurité sociale dans un seul pilier qui soit à ce moment-là, et si j'ai le temps, j'espère pouvoir un peu décrire ma proposition, complété par des suppléments, je veux dire, dits d'équité sociale. Parce que ce qui est vraiment important pour l'instant, et ça je le conçois, c'est la lisibilité du système. On a un système qui est efficace, qui atteint la plupart du temps sa cible, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un système qui est peu coûteux. Hein. Vous avez dit en début de débat que voilà, on avait un système de sécurité qui était assez coûteux. En termes de frais de fonctionnement, il est relativement peu coûteux. Par contre, il est devenu totalement illisible. Moi, il y a 20 personnes en Belgique qui comprennent encore le système des allocations de chômage ou comment il fonctionne, à peine plus en matière d'incapacité de travail et idem en revenu d'intégration sociale. Et je pense que pour que les gens adhèrent à un système, il faut qu'ils le comprennent. Alors les gens comprennent ce que ce système leur apporte, mais ils ne comprennent plus comment il fonctionne. Et c'est tout à fait normal parce que c'est vraiment lié à la manière dont il a été construit. Donc c'est un empilement, je veux dire, de réglementations qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus complexes et qui fait que le système est beaucoup difficile à bouger. Donc je dirais que rajouter un pilier supplémentaire à ce système ne va finir que par le rendre encore plus difficilement lisible, même si je suis tout à fait d'accord avec toute une série d'objectifs que Philippe propose. Et moi, je propose en fait autre chose, c'est de repartir d'une feuille blanche pour atteindre des objectifs similaires avec un petit plus qui est celui d'éradiquer complètement la pauvreté.
Ok, mais avant de passer aux propositions alternatives, Laurence, tu as insisté sur la question des genres, parce que effectivement, peut-être que la proposition de Philippe aurait de répondre à la question des pièges à l'emploi, mais ce qui ne risque pas d'y avoir quelque chose comme un piège familial, hein, ou une trappe familiale qui se créerait dans la mesure où, notamment lorsqu'il y a des asymétries de revenus importants, un des deux partenaires, et statistiquement aujourd'hui c'est plus souvent la femme qui gagne moins, serait poussé, incité ou s'auto-inciterait à se dire finalement avec 600 euros, et a fortiori si c'est avec 1000 euros, c'est suffisant et je reste à la maison, ce qui crée une situation de dépendance très forte par rapport au conjoint. Est-ce que c'est une inquiétude qui a été formulée aussi dans le débat? C'est à cela que tu faisais allusion tout à l'heure? Tout à fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est une inquiétude assez forte. Évidemment, une inquiétude sur la question de comment est-ce qu'on construit l'autonomie non seulement économique et financière des femmes, mais aussi l'émancipation sociale, l'émancipation culturelle. Et donc, effectivement, tu parles de situations où des femmes auraient le choix, hein, donc de pourraient se dire, tiens, aujourd'hui, mon mari gagne très bien sa vie, moi avec mes 600 euros, ce sera mon argent de poche et je préfère rester à la maison. Mais il faut aussi parler de toutes les situations où les femmes n'ont pas le choix, hein, et où on est donc dans des situations de précarité et où finalement, entre le revenu de base et un petit job qui procurerait peut-être 200 euros en plus, le choix serait fait aussi de manière automatique de garder ses enfants à la maison, de ne pas sortir et de ne pas avoir la capacité non plus de transformer ce revenu de base en un revenu qui permette de s'épanouir, d'avoir une vie sociale, etc. Et c'est peut-être aussi un élément, donc la question du genre est pour moi très très importante, mais elle dit quelque chose de plus par rapport au fait que dans les inégalités dont on parle, il y a les inégalités sociales, il y a bien sûr des inégalités économiques, mais il y a aussi toutes les inégalités en termes de ce qu'on entend par autonomie de l'individu, hein. Donc Philippe faisait tout à l'heure référence au fait que chaque individu devrait pouvoir évidemment développer ses compétences, etc., pour pouvoir mener des activités personnelles ou de militance, etc. Mais je pense qu'il faut une réflexion profonde sur les conditions sociales, politiques, collectives qui permettent d'accompagner les personnes vers cette autonomie. Donc, derrière le discours sur le revenu de base, il y a parfois aussi une injonction à la responsabilisation individuelle. Et on voit bien qu'on a quand même toute une série de situations où les personnes doivent pourtant être accompagnées pour être mises en capacité d'exercer cette autonomie. Et donc, il y a à la fois la question du genre, qui est évidemment une préoccupation majeure, étant donné ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui, mais aussi de manière plus générale la situation des femmes dans la société. Mais il y a une question plus générale qui est de se dire, mais tiens, finalement, toutes ces personnes qui sont dans des situations de précarité, comment va-t-on les accompagner à pouvoir transformer ce revenu de base en quelque chose qui leur permette effectivement à la fois de conquérir un emploi qui leur procure une autonomie économique et financière, de la reconnaissance, mais aussi en s'inscrivant dans des logiques de reconnaissance sociale, de partage, etc. Okay. Et donc voilà, la question de l'accompagnement est importante. On a souvent l'impression que finalement les mêmes arguments peuvent se voir dans les deux sens. Ce qui peut être vu comme étant une valorisation de beaucoup d'activités informelles va être vu par d'autres comme étant un enfermement dans une situation. Donc c'est ce qui rend ce débat, me semble-t-il, difficile. Ce qui est vu comme étant finalement à permettre de sortir du seuil de pauvreté va être mis comme étant finalement aussi une attaque contre la sécurité sociale. Mais une des questions qui est souvent soulevée, c'est cette inconditionnalité qui fait qu'on a le sentiment que certains recevraient des revenus, parfois quand même importants, du coup ne travailleraient pas, ou simplement se casserait le principe de solidarité et de cohésion que chacun doit contribuer. C'est pour ça que parmi les propositions proches de l'allocation universelle, il y en a une finalement qui pourrait être quasi un copier-coller de celle de Philippe, qui est le revenu de participation, mais avec un point de plus, c'est que pour en bénéficier, il faut faire une activité socialement utile. Alors cette activité socialement utile, bon,
c'est notamment Atkinson, hein, donc un économiste britannique qui défend cette proposition. Il définit très très largement ce que c'est les activités socialement utiles, et notamment toutes les activités informelles sont considérées comme des activités socialement utiles, voire c'est la personne elle-même qui juge ce qu'est son activité socialement utile. Et alors, la seule véritable différence, c'est dans le message qui est passé. C'est pas un droit inconditionnel de la personne, c'est finalement la société qui investit dans quelqu'un en attendant en retour, un peu comme quand on vous offre un verre en général, c'est le moment de boire d'ailleurs, quand on vous offre un verre, vous êtes incité à faire un contre-don. On n'est plus donc dans la figure de l'État qui impose, mais dans l'État qui investit dans les citoyens. Est-ce qu'au moins en termes de narratif, de manière de défendre les choses, c'est que ça la rendrait, François, par exemple, les choses plus acceptables que la logique habituelle du droit inconditionnel? Et est-ce que si quand même il n'y a pas forcément une définition très précise, mais s'il y a une mission d'accompagnement social, donc effectivement peut-être que de temps à autre on irait voir ce que les gens font pour s'assurer qu'il n'y a pas des personnes qui sont en désinsertion sociale et qu'on définirait avec eux, non pas pour les sanctionner, mais justement pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'utile. Donc on retrouverait quand même alors cette mission d'accompagnement social sur laquelle Laurence tu as insisté donc, dans ce type de modèle. On aurait en tout cas, avec cette idée de conditionnalité à une activité socialement utile, un levier pour permettre cet accompagnement. François, Laurence? Mais peut-être juste que je termine sur ce que je disais. Donc, moi, je ne pense pas que quand je parle d'accompagnement, je parle d'une logique où, à un moment donné, il faudrait pouvoir participer par tel ou tel type d'activité pour recevoir un revenu de base. Donc, en fait, je mets plus le doigt sur certains enjeux dans une société où on responsabilise très fortement les individus. Individuellement, ils doivent pouvoir s'en sortir, ils doivent pouvoir mériter finalement leur salaire, ce qu'ils vont recevoir comme revenu de base, etc. Et donc c'est un peu je mets un peu le doigt là-dessus et sur peut-être le danger aussi d'une stigmatisation de ceux qui n'y arriveraient pas. Donc il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans qui dit que finalement, à un moment donné, on vous a donné quelque chose, l'accompagnement, il est évidemment à réfléchir, mais et si on n'y arrive pas? Enfin, est-ce qu'on ne sera pas encore plus stigmatisé qu'aujourd'hui quand on est dans une situation de précarité? C'est la bonne illustration, justement, de nouveau, les choses se voient sous un angle ou l'autre. Hein, tout à fait. Voilà. Ou et bien, c'est un peu peut-être le rôle que j'avais envie de jouer dans ce débat, c'est de se dire, ben oui, finalement, on peut toujours regarder les choses par des angles différents. Et alors, quand je parle d'accompagnement, c'est vraiment le rôle aussi, bien sûr, des services sociaux, mais aussi de tout le monde associatif, hein, le monde de l'éducation permanente, le monde socioculturel, le monde de l'insertion socio-professionnelle, qui sont parfois un peu mis à l'écart du débat, alors qu'ils jouent aujourd'hui un rôle fondamental justement dans les processus dont on va pouvoir parler en termes de participation, mais aussi d'intégration. Et donc voilà, je ne suis pas sûre que de donner un revenu monétaire à quelqu'un va lui permettre tout d'un coup de se dire « Ok, je participe à la société ». Par contre, et là je termine par là, je te promets, c'est que voilà, on voit très bien aujourd'hui avec la crise du coronavirus à quel point ce sont les travailleurs qui font la société. Hein. Donc aujourd'hui, il y a toute une série de secteurs qui sont à l'arrêt. Et donc on voit bien à quel point les travailleurs sont producteurs du collectif, à quel point les travailleurs sont justement en train de faire société. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à réfléchir aujourd'hui. Il faut évidemment réfléchir à la valeur travail. Peut-être qu'elle prend trop de place dans la vie des gens. Mais en même temps, je pense qu'un revenu de base ou une allocation universelle ne doit pas non plus remplacer le rôle du travail aujourd'hui, tant pour l'individu dans la possibilité qu'il a de s'inscrire alors dans la société, que pour le collectif, puisqu'on voit bien aujourd'hui un petit peu à quoi nous mène un arrêt du monde du travail. Damien, Oui, je vous apporte quelques nouvelles du front, de là où se déroulent énormément de commentaires sur Facebook, sur le live. Merci de nous suivre, continuez. Alors, nous avons aussi mené quelques sondages pendant ce débat et le premier résultat qui est sorti,
c'était sur la question de l'allocation universelle miracle ou mirage. 58% disent que c'est un miracle, 42% disent que c'est un mirage. Par ailleurs, sur la plateforme, on avait vu que la plupart des gens avaient voté contre des propositions d'allocation universelle. Donc, on voit que c'est vraiment, vraiment divisé tout ça. Alors, peut-être pour aussi nous donner une indication des préférences par rapport à différentes alternatives, à la question de savoir quel est l'objectif prioritaire auquel on doit répondre, 25% disent que c'est pour revaloriser le travail, 50% que c'est souplesse et épanouissement pour chacun, 14% pour la justice, 11% pour simplifier la sécu. Donc on voit que par rapport à l'objectif de simplification, c'est un objectif vraiment subsidiaire, que l'objectif de revalorisation du travail, donc de permettre aux gens de changer leur rapport de force ou de valoriser justement une participation autre, c'est aussi un objectif qui va après la souplesse et l'épanouissement pour chacun, qui est plutôt offert par la première alternative, donc où on a une option qui dépasse le seuil de pauvreté. Alors après, je suis sûr que des alternatives aussi pourront être proposées toujours à l'allocation universelle et qui pourront répondre à ces mêmes objectifs. Voilà, merci Damien. François, avant de revenir sur votre alternative, le revenu universel social, juste encore un mot pour voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à une variante qui est ce qu'on appelle le dividende carbone. Ce serait quand même une allocation universelle, elle s'ajouterait aux autres, mais donc comme accompagnement d'une transition sociale, écologique et économique, qui aurait par exemple une taxe carbone qui ferait donc augmenter le prix. On avait suggéré l'impact inflationniste éventuellement d'une allocation universelle, mais pour accompagner l'augmentation des prix d'une taxe carbone, on rediviserait les recettes de cette taxe carbone dans un montant forfaitaire pour chaque personne. Donc le montant varierait en fonction des recettes de l'année précédente et permettrait à chacun de faire ses choix. Et plus on ferait des choix qui seraient faibles en impact CO2, plus le pouvoir d'achat réel serait important. Et donc, on aurait finalement un incitant à se diriger vers des biens moins chargés en carbone. Ça, c'est une proposition qui vous paraîtrait plus favorable que les autres? Mais je suis un peu monomaniaque, hein, désolé. Pas de problème. Moi, je suis tout à fait pour dès lors qu'elle garantit l'équité sociale. Or, et là, c'est un vrai problème, c'est que dans les choix qui sont liés justement à la transition environnementale, il y a un gros problème d'inéquité sociale, que ce soit le coût du bio, que ce soit le coût de la rénovation de logements. Et donc, je suis tout à fait en faveur de l'idée d'une taxation carbone. Sa redistribution, pour moi, elle doit répondre justement à rendre plus soutenable la transition écologique et la transition environnementale pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et je dirais que oui, à condition, bien entendu, que sa redistribution soit malgré tout liée à la situation de revenus des individus. Sinon, on repart dans des effets d'aubaine. Je veux dire, il y a toute une série de personnes qui n'ont pas besoin d'être subventionnées pour acheter du bio. Elles le font déjà depuis très longtemps. Par contre, pour donner un accès justement à des produits de qualité, à des circuits courts et autres, peut-être que des familles plus défavorisées auraient besoin de ce coup de pouce, et notamment dans la souveraineté alimentaire, ça pourrait être un instrument très très efficace qui permettrait de généraliser le recours aux circuits courts. Ok, mais donc vous plaidez vraiment pour une amélioration du système de sécurité sociale, et notamment avec cette proposition d'un revenu social universel. Pouvez-vous nous en dire plus alors sur cette amélioration de la sécurité sociale? Oui, bah, disons que c'est un projet tout à fait utopique qui part de 15 ans de pratique dans la sécurité sociale, mais qui reste très ancré dans la sécurité sociale. Dans le sens où je pense à l'heure actuelle que, même si je me fais parfois taper dessus en disant ça, que toute une série de divisions, de catégorisation des bénéficiaires de la sécurité sociale n'ont plus de sens. Donc entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants, entre hommes et femmes, entre travailleurs et non-travailleurs. Et donc, il faudrait essayer de singulariser ou d'individualiser le plus possible la sécurité sociale. Et donc, l'idée du revenu social universel serait en fait d'avoir entre 18 et 65 ans, donc je mets les pensions et les allocations familiales, en tout cas avant 18 ans, en dehors de cette réflexion, de n'avoir qu'une seule allocation qui remplace toutes les autres. Donc, que ce soit allocation de chômage, revenu d'intégration, allocation d'incapacité de travail et d'invalidité, allocation pour personnes handicapées. Et qui aurait en fait un montant de base de 1 000 euros.
cette allocation donc, serait vraiment l'allocation de sécurité sociale de base et elle serait complétée par une série de suppléments d'équité sociale, un supplément de maladie, parce que c'est un variant très important dans la sécurité sociale. 1 000 €, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est pas malade. Un supplément d'équité sociale pour les personnes qui ont des enfants, parce que de nouveau, 1 000 € par personne quand on a des enfants, c'est pas la même chose que quand on vit sans enfants. Il y a un supplément lié à l'emploi, parce que je pense que quand on travaille, il y a une certaine prime à l'emploi qui devrait être donnée. Et enfin, un variant, un supplément pour les locataires, c'est-à-dire quand on est locataire, on a aussi des charges qui sont plus importantes que quand on est propriétaire. En tout cas, bon, c'est évidemment à vérifier. Et alors, pourquoi est-ce que ces montants d'équité sociale sont importants? Parce que, en fait, avec ça, toutes les personnes en Belgique se situeraient au-dessus du niveau de seuil de pauvreté. Donc, on garantirait en fait à tous les citoyens du pays d'être au-dessus du niveau de seuil de pauvreté, que ce soit uniquement grâce à l'allocation ou que ce soit grâce à d'autres revenus et qui serait complété par l'allocation. Et c'est en ça que c'est très important aussi, c'est qu'en fait, cette allocation, elle serait versée aussi à des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer d'éviter un effet de trappe qui ferait que des travailleurs gagneraient moins que l'allocation. Et en fait, chaque travailleur qui aurait, je pense principalement aux travailleurs à bas revenus, qui aurait avec l'ensemble des calculs un salaire qui serait inférieur à l'allocation maximale à laquelle il pourrait prétendre, recevrait cette allocation plus un bonus emploi qui revaloriserait en fait le travail. Alors, qu'est-ce qu'on supprime dans la sécurité sociale actuelle? En fait, pas grand-chose, simplement on la simplifie complètement. Et donc, la gestion paritaire, la participation des syndicats et des employeurs est toujours présente. Les organismes de paiement sont présents. Peut-être que leur mission change. Il n'y a plus de contrôle de recherche d'emploi. Pourquoi? Moi, je suis tout à fait opposé à ce principe parce que pour l'instant, enfin, en tout cas, je suis très réticent à ce principe parce qu'on investit énormément de moyens dans les obligations, dans le contrôle de la recherche d'emploi pour un bénéfice qui n'est pas prouvé. Sur le plan scientifique, il y a autant d'études qui montrent que le fait de contrôler la disponibilité des demandeurs d'emploi est efficace. Il y a autant d'études qui prouvent le contraire. Donc, on investit énormément d'argent qui pourrait être réinvesti dans le système, ne serait-ce qu'en formation qualifiante. Et en fait, les seuls contrôles qui existeraient seraient évidemment les contrôles de maladie et de handicap, bien entendu, puisque pour pouvoir bénéficier de ces suppléments, il faut évidemment prouver d'une maladie ou d'un handicap. Il y aurait plus de dégressivité. Il y aurait encore évidemment un contrôle au niveau enfant ou pas d'enfant, et propriétaire, locataire et emploi. Ce seraient les seuls contrôles et en fait, ils seraient relativement faciles à réaliser parce qu'ils sont maintenant quasiment automatiques. Ils ne demanderaient pas de remplir toute une série de formulaires, mais l'autorité qui verse l'allocation peut le vérifier en consultant le registre national ou en consultant les données de l'ONSS. Alors, pourquoi en quoi est-ce que ce système est différent de l'allocation universelle? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'arrête à un montant cliquet, qui est un montant que j'estime à 1 600, 1 650 €, qui est à peu près le montant de l'allocation par personne, je répète, c'est très important, par personne qu'on peut toucher. Et au-delà de ce montant, il n'est plus question de discuter de est-ce que on fiscalise ou on défiscalise, est-ce qu'on verse ce montant à des personnes qui n'en auraient pas besoin maintenant, mais plus tard, etc. Et donc, c'est vraiment la grosse différence. Maintenant, je pense qu'au niveau des objectifs, je rejoins très fort des objectifs que Philippe défend, mais je reste vraiment très ancré avec cette proposition dans le paradigme de la sécurité sociale, avec, je pense, un avantage, c'est qu'en termes de coût, c'est une proposition aussi qui coûte, c'est clair, mais le coût de l'éradication de la pauvreté en Belgique, il est connu. Il est de l'ordre de 15 à 20 milliards selon les estimations, et que cette proposition-là ne va pas au-delà de ce coût. Qu'en est-il aujourd'hui pour quelqu'un qui vient de perdre son emploi, qui avait un revenu quand même relativement confortable? Il est au plafond de ce qui est pris en compte dans le niveau de l'allocation de chômage, je ne connais pas le montant exact, et donc, mais il aurait aujourd'hui une allocation de chômage supérieure au montant qu'il aurait avec votre proposition. Non, en fait, ça dépend vraiment de la configuration familiale, Non, il est sociale, seul, allez, de il est revenus, seul. etc. On va dire qu'il vit seul. Il est seul, il vit seul. Alors, il vit seul et il est propriétaire de son logement. Effectivement, il n'a pas droit à une série de suppléments, mais il vit seul. Il a un montant qui équivaut globalement à l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu
pu prétendre, sauf, et c'est effectivement peut-être les seuls perdants dans l'histoire, sauf effectivement aux suppléments qui sont liés maintenant à la dégressivité. Donc vous savez qu'on a changé la structure des allocations de chômage et qu'on a créé une espèce de pente en donnant plus dans les premières périodes de chômage pour redescendre en fait très rapidement. Et donc cette pente effectivement est supprimée et donc il revient à la situation d'avant dégressivité avec une allocation qui est sans doute légèrement inférieure à ce qu'il pourrait prétendre maintenant, mais avec la garantie de ne plus descendre rapidement et ce stress on a objectivé sur le plan de la santé. Donc, on a vu, c'est des études qu'on a menées au niveau de l'INAMI, on a vu par exemple que le contrôle au niveau des allocations de chômage eh bien, générait toute une série de stress, mais aussi de maladies, et qu'on avait au moment des différentes phases de contrôle des allocations de chômage, des personnes qui tombaient en invalidité. Et donc, il y a un gain social qui compense la petite perte financière qui est liée au fait effectivement que la personne ne se trouve plus en situation effectivement dans la première période de chômage de gagner, d'avoir une allocation assez haute. Il faut savoir aussi que c'est un peu un miroir aux alouettes, hein, parce que quand on regarde en fait, surtout avec les dernières mesures qui ont été prises, quand on voit la vitesse à laquelle cette dégressivité dégringole, effectivement, ça peut sembler très attractif dans les premiers, dans les premiers mois, mais ça devient beaucoup moins après. Et je dirais même, mais ça c'est toute une série d'autres propositions parallèles, que le gain qu'on fait au niveau de l'abandon de l'accompagnement, ce qu'on appelle pudiquement l'accompagnement de la recherche active d'emploi, en fait, peut être réinvesti dans toute une série de moyens liés à des formations qualifiantes pour permettre à cette personne de retrouver un emploi rapidement. Et si elle ne veut pas, et si elle veut créer son propre projet, eh bien l'inconditionnalité lui permet un peu, effectivement, sur le mode, et c'est en ça que le revenu de base est intéressant, un peu sur le mode du revenu de base, de vivre sur une allocation qui est supérieure au seuil de pauvreté et de prendre son temps pour développer son propre projet sans avoir la perdre, sans avoir peur de passer dans cette pente d'allocation de chômage et de se retrouver rapidement avec 8 ou 900 euros par mois en fin de droit, ou bien de cumuler cette allocation avec un début d'activité professionnelle, tant évidemment qu'il ne dépasse pas certains plafonds pour éviter là aussi les effets d'aubaine. Merci beaucoup. Philippe, j'ai l'impression en fait que cette proposition redevient très proche de la première en définitive. Il y a une différence de principe évidente, c'est que ce n'est pas inconditionnel, c'est lié au revenu. Mais si on partait du proposition que l'allocation universelle avec un montant élevé était certes donnée à tout le monde, mais que d'une manière ou d'une autre, via la fiscalité, ceux qui en bénéficiaient et qui n'en avaient pas besoin l'auraient repayé, éventuellement avec une taxation très très élevée de l'impôt des revenus dans la première tranche. Est-ce qu'on n'est pas finalement sur une proposition assez similaire à celle dont on avait discuté tout à l'heure? Et éventuellement également, si vous voulez revenir si tu veux revenir soit sur le dividende carbone, soit sur le revenu de participation, parce qu'il y a quand même une des objections principales qui est faite à ta proposition, c'est le caractère inconditionnel aussi de cette proposition qui donne l'impression qu'on peut ne pas contribuer. Alors, deux courtes réponses. Sur le dividende carbone, je défends le modèle suivant. On prélève une taxe carbone élevée et on en a besoin, et l'argent est redistribué de manière forfaitaire pour chaque personne qui vit dans notre pays. Autrement dit, les personnes en bas de l'échelle des revenus, jusqu'à environ la moitié de l'échelle des revenus, gagnent avec ce système, et je vais même plus loin. Je propose que l'argent soit redistribué en début d'année avant qu'on prélève la taxe carbone. On répond à toutes les objections. Donc ça, c'était le principe du dividende carbone, donc vraiment favorable au dividende carbone. L'idée en plus de le verser avant, ajoute quelque chose parce qu'il répond à un argument, oui, mais on va nous taxer et le forfait ou le bénéfice ou le dividende carbone, on ne le verra jamais. On le verse avant et on crée une adhésion populaire parce que les personnes à petits revenus vont gagner de l'argent en plus tous les mois. C'est un des points communs avec le revenu de participation. On donne en attente d'une forme de retour. Ouais. Deuxième réponse rapide à la proposition de François, c'est
c'est pour moi le modèle, le problème principal, c'est que toutes les personnes qui gagnent moins de 1200, 1300, ça dépend dans quelle situation aujourd'hui, n'ont plus aucun intérêt, hormis si le travail est intéressant, à aller travailler. Ça, en termes de piège pour les femmes, rester à la maison, c'est le modèle idéal. Une femme qui décide de ne pas aller travailler, ou un homme d'ailleurs, hein, mais puisqu'on parlait de la question des femmes tout à l'heure, peut dire j'ai droit à 1200 € et je ne dois plus travailler au sens emploi du terme. Elle fera peut-être des choses très intéressantes. Mais je veux dire, il y a des tas de personnes qui vont arrêter de travailler et on peut craindre que ce soit en particulier beaucoup de femmes, puisque beaucoup d'entre elles sont à temps partiel avec des petits salaires. Donc, en gros, je pense que c'est la fin du travail, de l'accès au marché du travail pour une série de personnes, en tout cas, tant qu'on n'aura pas proposé des jobs bien payés et intéressants. Mais pour beaucoup de personnes, le choix entre 1200 ou 1300 ou 1400 sans devoir travailler et aller faire un job inintéressant, et je peux le comprendre, ce sera vite fait hein, comme choix. François. Oui, bah, si j'ai deux choses à répondre. Donc, j'en conclus que Philippe est contre l'individualisation des droits. Si, c'est à ça que ça revient. Et la deuxième chose, il y a une chose que tu oublies dans le raisonnement que j'ai, c'est que il y a pour toutes les personnes qui ont un travail, que ce soit à temps partiel ou et plus à temps plein, dans la proposition que je fais un bonus. Et donc, Oui. parce que si cette personne quitte par exemple, son allocation, enfin, quitte son statut de non-travailleur pour prendre un travail à mi-temps, elle conserve le montant qu'elle avait avant de passer à mi-temps, plus un bonus. Et donc là, il y a un élément c'est ce qu'on appelle la prime à l'emploi, qui est une des rares mesures de prime d'emploi qui, sur le plan scientifique, a toujours montré son efficacité. Et ça, il y a une littérature, enfin tu la connais beaucoup mieux que moi, scientifique, très abondante sur le sujet, qui montre qu'il suffit parfois de donner 30 à 40 € en plus, je schématise, mais 30 à 40 € en plus à quelqu'un qui travaille par rapport au fait de ne pas travailler pour l'inciter à travailler. Et donc, le piège à l'emploi, il est combattu. Alors après, il faut ajuster effectivement les choses. On n'ira pas, ça va devenir trop technique, mais je vais terminer avec toi, Laurence. Peut-être une réaction par rapport à la proposition de François, mais éventuellement les autres propositions, les autres alternatives qui paraîtraient devoir être mises sur la table plutôt que l'allocation universelle, puisque j'ai compris que ce n'était pas la première priorité, en tout cas, défendue. Mais en effet, donc peut-être que dans la proposition de François, tout comme dans celle de Philippe, on ne rejette pas complètement. Hein. Je veux dire, il y a quand même beaucoup. Enfin, j'espère que de l'avoir assez souligné, beaucoup d'éléments qui nous paraissent vraiment importants, et notamment le fait d'avoir un revenu minimum garanti. C'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire une proposition alternative à l'allocation universelle ou au revenu de base, mais peut-être revenir sur quelques fondamentaux. Et donc, j'ai commencé par là et j'ai envie de terminer par là, c'est que pour les syndicats, un des enjeux majeurs, c'est un enjeu politique de redistribution des richesses, d'équité sociale, de justice sociale, et donc ça passe d'abord prioritairement pour nous par le rapport capital-travail, et donc par une vraie revalorisation des salaires. Ça passe évidemment aussi par un encadrement et une lutte contre les formes de précarisation dans le travail et les formes de flexibilisation. Ça passe aussi, ces objectifs d'équité et de justice sociale, par une réforme fiscale, évidemment, hein, pour pouvoir sans doute rehausser les recettes de l'État et investir dans toutes sortes de dispositifs qui permettent d'atteindre ces objectifs de justice sociale. Et notamment, on en a très peu parlé aujourd'hui, mais sans doute que dans les formes d'accompagnement, il y a aussi tout l'accès aux services publics et aux services collectifs, hein, donc qui sont des dispositifs très très importants pour pouvoir atteindre une société où la cohésion sociale veut dire quelque chose. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour nous, ça reste quand même vraiment un des chevaux de bataille, pardon. Et alors, sinon, par rapport plus
aux nouveaux enjeux. Parce que, comme je le disais, on est aussi très, très fort conscient que l'État social s'effrite, qu'il y a des nouveaux droits sans doute à créer, qu'il y a des publics cibles aujourd'hui qui ne sont pas bien couverts par la protection sociale. Eh bien, dans ces publics cibles, et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, on en a identifié plusieurs, mais un des publics par rapport auquel la CC a eu envie de travailler, ce sont les jeunes. Et notamment parce que depuis le gouvernement Di Rupo et puis le gouvernement Michel, on a supprimé les allocations d'insertion et que donc il y a toute une série de jeunes qui se retrouvent sans rien ou qui doivent faire appel au CPAS. Donc ce sont des discussions en cours et je ne vais pas cacher ici que ce sont des discussions difficiles. Difficiles, je pense, d'abord sur un plan idéologique, puisque je l'ai dit, on est très très attaché à la sécurité sociale et donc une allocation pour les jeunes ne pourrait prendre part que dans le cadre de la sécurité sociale, mais par ailleurs parce qu'on est un petit peu aussi en difficulté sur le fait de se dire mais tiens, on avait un système qui répondait aux besoins, des gouvernements ont transformé ce système, ont pris des mesures, pourquoi ne revendiquerions-nous pas simplement la possibilité d'avoir de nouveau accès à des allocations d'insertion pour les jeunes, etc. Donc il y a tout ce débat-là, ce n'est pas un débat facile. Et sinon, dans les autres points, je pense qu'il y a aujourd'hui à la CC des débats sur l'universalisation de la sécurité sociale. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais nous avons lancé United Freelancer qui offre un service aux indépendants dépendants. Donc, on a vraiment une préoccupation aussi de cette catégorie de travailleurs. Et il y a toute la discussion aussi sur de nouveaux droits qui devraient être des droits qui nous permettent aussi d'aborder pas simplement les transitions personnelles, professionnelles, mais aussi les transitions sociales, écologiques, avec notamment une réflexion sur quel type de droit à la formation aujourd'hui devons-nous pouvoir revendiquer, quel type de droit à la transition devons-nous pouvoir revendiquer. Et enfin, dans tout ce qu'on a supprimé, il y a quand même aussi toute une série de congés ou d'aménagements de fin de carrière. Et donc, par rapport aux objectifs de conciliation de vie sociale, vie professionnelle, vie privée, mais aussi par rapport à la lutte contre l'intensification du travail et de la carrière, je pense qu'il y a là encore des enjeux sur lesquels nous pouvons continuer à travailler. Merci. Damien, peut-être un dernier écho de ce qui a pu se dire sur Internet. Voilà, alors il s'est dit beaucoup de choses, comme vous, vous êtes aussi dit beaucoup de choses et nous avons traité beaucoup de sujets. Je pense que le débat concentre beaucoup d'émotions, à la fois sur les objectifs à suivre, sur les valeurs finalement qui sous-tendent le vivre ensemble, sur les arbitrages entre les différents objectifs, entre les différentes valeurs, mais aussi sur le risque et le risque qu'on peut raisonnablement prendre en tant que société d'explorer de nouveaux modèles et la faisabilité aussi. Donc on touche là à la faisabilité à la fois de changements radicaux comme la première option ou la deuxième option, ou alors de changements incrémentaux comme le propose François Perle, ou un internaute demande aussi, mais tiens, est-ce que justement c'est pas plus dur de faire un changement incrémental qu'un changement révolutionnaire? Dans tous les cas, je pense que le débat n'est pas clos. Je sens en tout cas encore une soif de débattre sur, en tout cas, la première option, mais certainement les autres options qui, je pense, ont été sont nouvelles pour beaucoup de personnes et certaines personnes qui, au fur et à mesure, disaient ah, bah, tiens, oui, je suis d'accord avec la proposition de M. Perle, avec la proposition de M. De Feit. Donc maintenant que nous avons exploré cet ensemble d'alternatives, j'invite tous les participants à continuer le débat sur www.ifrabo demain et vous pourrez nous dire si vous estimez qu'il faut aussi ou est-ce qu'il faut, oui ou non, qu'une allocation universelle, si elle arrive, dépasse ou permette de ne pas travailler. On a refait un petit sondage ici avec les gens et 70% estiment que non. Donc on voit là encore le conflit de valeurs où il ne faudrait pas que les gens se tournent les pouces. Voilà, encore beaucoup de choses à explorer. Vous nous retrouverez donc sur www.ilfrabodemain.team.
Merci beaucoup, Damien. Merci à chacun d'entre vous. J'ai envie de conclure en ne concluant pas, justement, parce que j'ai l'impression que même au bout d'une heure et demie, on est encore loin d'avoir épuisé le débat. On a montré, par contre, je pense, à quel point le débat n'est pas possible d'être réduit à pour ou contre l'allocation universelle, précisément parce que ce sont des systèmes que, d'une version à l'autre, la manière dont ça s'implique avec les autres éléments de la sécurité sociale, du système fiscal, voire du contexte social en lui-même, les effets sont très très différents. Je retiens quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait un consensus sur un certain nombre d'objectifs, que parfois c'était pas tant les objectifs que la meilleure manière d'y arriver qui pouvait vous différencier. Mais voilà, alors ce débat, effectivement, on va le poursuivre dans le cadre d'Il fera beau. J'espère que vous aurez la possibilité également de nous accompagner dans cette réflexion. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain débat confiné. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.